En cette période de très grande chaleur, le grand format du 20h est lui consacré à cette denrée si précieuse et qu'on gaspille par millions de litres. Je parle de l'eau. Dans certaines communes, 40% de l'eau potable fuit dans la nature, souvent à cause de canalisations trop anciennes ou mal entretenues. Résultat, certaines communes font la chasse au gaspillage avec des chiens renifleurs. Regardez, Mathilde Gracia, Audrey Burlin. De l'eau potable perdue en pleine rue. Alors qu'ici, dans l'Aude, le département en manque cruellement ces dernières années. Traquer ce gâchis, c'est le métier de Florent Gardet. Il est chasseur de fuite, à l'écoute du sol. On entend un sifflement sourd qui nous indique que la fuite est proche et après il faut affiner petit à petit en se décalant. Ces fuites d'eau exaspèrent le maire qui en repère sans cesse de nouvelles, comme dans cette rue où le sol mouillé est plus sombre. Là, ce sont des fuites qui sont produites par le passage des camions sur des sols qui sont rétractés par la sécheresse. Avec la dilatation, en fait, le passage mécanique casse les tuyaux. Un gaspillage énorme pour cette commune de 1300 habitants. Environ 40% de l'eau potable s'échappe des canalisations. 20 piscines olympiques perdues dans la nature chaque année. Malgré la route mouillée devant chez lui, ce retraité n'en a pas conscience. Ça vous surprend? Oui, ça me surprend. Il faut dire peut-être que le réseau est un peu vieux. Je n'en sais rien. C'est vrai, les canalisations datent d'après-guerre. Mais certains travaux n'ont peut-être pas toujours été faits avec soin. Fuite d'eau. Voici la fuite repérée ce matin-là. La cause, ce tuyau coupé net, laissé à l'abandon par un ancien chantier. Négligence, je dirais pas ce mot-là, mais on pensait qu'on avait de l'eau en abondance qui était comme ça pour les décennies à venir, ce qui n'est vraiment plus le cas aujourd'hui. Et l'intelligence collective a fait que on en a pris conscience. Ici, les fuites ont quand même été réduites de moitié en 5 ans. Et partout en France, ça s'améliore petit à petit. Environ 24% de pertes en 2009, moins de 19% en 2023. La fuite. Où c'est la fuite? Oui. Ici, à Trèbes, tous les moyens sont bons pour les chasser, y compris Viking et son flair aiguisé. Lorsqu'il gratte, il a repéré quelque chose. Là, il est très sûr de lui. C'est bien mon loup. C'est super ça. Le berger hollandais a senti la dose infime de chlore dans cette toute petite fuite d'eau potable. Pas facile. Je connais pas de robot, d'une machine capable d'égaler le nez du chien. Voilà, dans divers domaines. Mais ouais, on parle vraiment de complémentarité. Je peux lui donner? Les chiens peuvent ainsi ratisser 5 à 10 km par jour. C'est bien ça, loulou. Résultat, Carcassonne et Trèbes revendiquent moins de 10% de fuite. Derrière ce succès se cache surtout une technologie à 5 millions d'euros. Des compteurs intelligents et des capteurs posés directement sur les canalisations qui quadrillent la ville. Il écoute le réseau aux alentours, environ 300 mètres de portée. Toutes les nuits, et en cas de fuite, il nous appelle et nous pouvons dépêcher un agent dans une zone ciblée qui peut la chercher, la trouver, la réparer rapidement. Voilà comment l'agglomération de Carcassonne a réussi à économiser beaucoup d'eau, l'équivalent de la consommation de 8000 Français chaque année. Pour être bon élève, une autre solution, tout casser et changer les canalisations. C'est le chantier colossal mené dans la vallée de l'Hérault, près de Montpellier. 15 km de réseau remplacés depuis 2018, comme cette tuyauterie vétuste des années 60. Elle fuyait beaucoup, elle était très ancienne. Des travaux gênants pour les habitants. C'est un minimum de 15 ans. Génial. Et le coût est répercuté sur le prix de l'eau, passé de 3,25 € à 4,55 € le mètre cube. Ça ne passe pas très bien auprès des riverains. Je trouve quand même que c'est cher et qu'ils auraient pu s'y prendre avant parce qu'ils savaient très bien que tous ces tuyaux, ils sont là depuis je ne sais pas combien d'années et que ça aurait dû déjà être réparé depuis longtemps. Laisser fuir les réseaux d'eau potable a longtemps coûté moins cher que de les entretenir. Mais l'eau se fait de plus en plus rare. Alors les élus sont obligés d'investir pour éviter les restrictions d'eau. Autre solution pour trouver de l'eau dans les régions sèches, le recyclage des eaux usées. Mais certaines communes vont encore plus loin. Regardez ce qui se passe en ce moment même au Sables-d'Olonne, en Vendée, où l'eau de la douche et des toilettes est dépolluée, filtrée, traitée jusqu'au robinet de la cuisine. C'est un projet qui est unique en France et en Europe. Reportage Sophie Piard, Steven Pichab.
C'est une eau un peu spéciale qu'on boit au Sable d'Olonne, comme dans cette brasserie de bord de mer. C'est l'eau du robinet. Hein. Et donc tous les jours, on remplit 30 carafes comme ça. Des carafes avec une eau en partie recyclée, après avoir servi aux douches ou aux chasses d'eau des toilettes. Surprise chez les clients. Non, c'est vrai. Franchement, voilà, le goût de merde, on le sent pas trop. Tant qu'il n'y a pas de bactéries, franchement, c'est de l'eau, quoi. Je peux en boire, le goût, il change pas du tout. Hein. Je pense pas être malade. Si je suis malade, je vous appellerai, mais je pense pas. Aucun risque de maladie, même si, au début, c'est à ça que ressemble ce qui reste de nos vaisselles, nos lessives et des eaux de nos WC. Au Sable d'Olonne, jusqu'ici, ces eaux usées étaient nettoyées en station d'épuration avant d'être rejetées en mer. Depuis un an, une partie est récupérée et redevient de l'eau potable. À la sortie de la station d'épuration, elle passe maintenant dans une usine d'affinage pour être dépolluée, puis une zone végétalisée de filtration pour arriver dans un réservoir naturel, où elle est pompée pour connaître d'ultimes traitements dans une usine d'eau potable. Fin du parcours à votre robinet. Tout commence donc ici, dans cette nouvelle usine ultramoderne équipée de systèmes uniques pour traiter l'eau après la station d'épuration. Là, vous voyez un peu le cœur du réacteur, ce qu'on appelle le barrel, où là, on va avoir une filtration qui va être à hauteur de 1 million de fois plus petit qu'un cheveu. L'eau usée arrive de l'extérieur et va passer en fait toutes ces couches pour avoir une eau propre qui va être au milieu et continuer tout le processus de traitement. La suite, c'est ici. L'eau va encore être filtrée, cette fois-ci naturellement à l'aide de roches et de végétaux. Coût total du projet, 28 millions d'euros. Mais pas le choix pour la Vendée. D'ici peu, il lui manquera chaque année 8 millions de mètres cubes d'eau, l'équivalent de la consommation de 150 000 personnes. La Vendée ne possède pas de fleuve, pas de grandes nappes. Elle fait face également à un développement touristique, économique, démographique, et puis au changement climatique, comme toutes les régions françaises. Et donc, il nous fallait trouver de nouvelles ressources. C'est dans ce lac qu'arrive l'eau filtrée, un lieu très fréquenté par les pêcheurs. Regardons. Maintenant, les gens ne mangent plus, mais autrefois, les gens les mangeaient. Pierre-Marie Ferré préside l'association locale des pêcheurs. Le projet les a beaucoup inquiétés. Pourrait-il toujours consommer des brochets et des cendres de ce lac? Il a fallu du temps pour lever toutes les inquiétudes. J'ai assisté à plusieurs réunions et en fait, on est plutôt satisfait du projet parce qu'on se rend compte que ça peut qu'améliorer la qualité de l'eau. Veiller sur cette précieuse ressource, c'est le rôle d'Elisabeth Massé. Vous emmenez quoi? Chaque mois, elle gère des centaines d'analyses. Tout est passé au crible. Résidus de pesticides, de médicaments, de PFAS. Vigilance absolue sur cette eau destinée à la consommation. Pour l'instant, il n'y a pas d'indicateur de modification substantielle de l'écosystème, en tout cas. Tout va bien. Ouais, tout va bien. On est content. 10 ans de travail pour monter ce projet, unique en Europe. Il a fallu une autorisation spéciale de l'État, car la loi ne permet pas encore de réutiliser les eaux usées en eau potable pour des raisons sanitaires. Un obstacle à lever pour reproduire l'expérience ailleurs. Et partons maintenant dans l'une des plus grandes réserves d'eau douce du monde, l'Himalaya. Mais là aussi, la sécheresse menace. L'eau descend de moins en moins des montagnes et les habitants sont obligés, vous allez le voir, de créer des glaciers artificiels au milieu des sommets. C'est un reportage d'Alexandre Porte, Cassandre Devagener et Héloïse Blondel. Derrière la beauté des sommets, l'Himalaya. L'une des plus grandes réserves d'eau douce de la planète. Un quart de l'humanité en dépend. Mais au pied de ces géants, la terre s'assèche. Regardez, il ne reste plus rien. Dans le nord de l'Inde, la récolte a été mauvaise pour cet agriculteur. Il a dû renoncer à la moitié de sa production de chou-fleur, incapable d'irriguer correctement ses champs. Les feuilles sont complètement asséchées. Regardez ça. Regardez l'état du chou-fleur. Il est complètement sec. Dans cette vallée, 10 000 habitants vivent principalement de l'agriculture. Mais depuis quelques années, leur activité est en péril. L'eau ne descend plus de la montagne.
Il y a peu de temps, il y avait beaucoup d'eau ici. Le ruisseau coulait par là. On le surnommait la mer de toutes les sources de la vallée. C'est à peine croyable, mais je vous assure qu'il y avait plein d'eau et maintenant c'est tout sec. Pour évaluer l'ampleur de la situation, une fois par an, ces scientifiques remontent à la source de cette sécheresse, à plus de 4000 mètres d'altitude. Avant, la glace arrivait jusqu'ici. Maintenant, elle a beaucoup reculé. Ce glacier alimente le bassin du Gange, l'un des plus peuplés de la planète. Mais depuis 30 ans, il ne cesse de reculer. 2 bâtons sont tombés, il n'en reste plus qu'un. L'année dernière, ils ont planté ces bambous. Aujourd'hui, ils leur permettent de mesurer l'étendue de la fonte. Quand on a fait nos mesures il y a 1 an, ce bâton était entièrement enfoui sous la glace. Ici, le glacier a perdu 5,50 mètres d'épaisseur. La glace disparaît toujours plus vite et n'a pas le temps de se reformer. Cette année, la fonte a été dramatique. Les glaciers fondent trop rapidement. Il n'y a plus assez de neige pour les alimenter. Résultat, ils perdent plus de glace qu'ils n'en gagnent. Face à ce compte à rebours, les habitants tentent de retenir l'eau par tous les moyens. Au creux des montagnes, la solution pourrait ressembler à ça. Des colonnes de glace d'une dizaine de mètres de haut. Ok, passe-moi cette branche. Chaque hiver, ces agriculteurs grimpent là où la température descend à moins 15 degrés. Avec quelques branches et un simple tuyau d'arrosage, ils donnent naissance à ces petits glaciers artificiels. Les gouttes d'eau projetées par le tuyau au-dessus viennent se déposer sur les branches. Elles gèlent et se transforment en glace. L'eau est puisée en hauteur pour former cet immense réservoir de glace, très dense et plus résistant à la chaleur. Il commencera à fondre pendant la saison sèche. En juin et juillet, ce glacier artificiel commencera à fondre et à alimenter ce ruisseau. Plus il va fondre, plus le débit va augmenter. Ainsi, le village en contrebas ne manquera pas d'eau. Une solution pour les quelques habitants de ce village, mais près de 2 milliards de personnes dépendent au quotidien de l'eau de l'Himalaya.